recevons Caroline Mécari. Bonjour, vous êtes candidate dans la 7e circonscription à Paris. On va d'abord vous faire commenter ces images d'Emmanuel Macron qui se rend pour la première fois à Kiev. Il n'y était pas retourné depuis le 8 février. Est-ce qu'il devait y aller, Caroline Mécari ? Il était temps qu'il y aille, en fait. Il aurait même pu y aller un petit peu plus tôt, pas en même temps que les législatives. Mais bon, l'essentiel est qu'il y soit et qu'il montre le soutien en qualité de président de l'Union européenne, de l'Europe à l'Ukraine. C'est une évidence. Ce qui se passe en Ukraine est absolument inacceptable. Quand on pense que c'est en Europe, à moins de 3 heures de Paris, c'est absolument inacceptable. Donc c'est impératif de montrer le soutien. On va vous faire écouter une intervention, c'était ce matin chez nos confrères de RTL, de Jean-François Copé, et on va la commenter juste après, vous allez voir. Bon. L'imaginer ce matin dans un train vers l'Ukraine, comme s'il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est quand même aujourd'hui hyper menaçante et a vocation quand même à déstabiliser notre pays. Pour la Roumanie, la Moldavie, et maintenant il est dans le train pour Kiev, vous le disiez. C'est pas qu'il a tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement ? Une stratégie d'évitement. Quand Claire vous a posé la question tout à l'heure, vous avez eu cette réaction assez rare d'ailleurs chez les détracteurs d'Emmanuel Macron et de la Macronie, c'est que vous avez dit oui d'accord, bon, vous avez évoqué l'entre-deux tours, mais vous avez dit surtout c'est important, historiquement c'est important pour ce pays, c'est important pour l'Ukraine. Quand vous entendez un responsable politique comme Jean-François Copé, vous dites que c'est lui qui est hors temps ? Absolument pas. C'est le en même temps. À la fois le président de la République a raison d'aller en Ukraine, mais il aurait dû y aller avant, parce que effectivement, en même temps, nous sommes en pleine campagne législative et que ce n'est pas un hasard s'il a choisi ce moment-là. C'est le en même temps, en réalité. Alors, il y a lui, mais il n'est pas seul. Ça prend peut-être du temps à organiser. Bien sûr. Non, vous y voyez quand même une manœuvre... Écoutez, en tout cas, quand on connaît la politique, que ce soit M. Copé et que ce soit d'autres responsables politiques nationaux, ils ont tous décrypté la même chose. Nous décryptons tous la même chose. Voilà. Vous avez vu quand même, c'est une délégation de 4 chefs d'État et de gouvernement européens. Oui. Ça ne se prépare pas comme ça ne s'improvise pas en tout cas. Mais certainement, donc il n'est pas le seul maître de l'agenda. Il est le président. Il est le président de l'Union européenne et l'agenda, il doit pouvoir l'organiser en fonction de son propre agenda dans le pays. Le président Zelensky va poser un certain nombre de questions, pardon Frédéric, je vous laisse la parole dans un instant, à Emmanuel Macron, mais il va surtout avoir des demandes. Est-ce que vous pensez que l'on fait assez aujourd'hui pour l'Ukraine, que ce soit sur le point militaire, mais également financier, de cette aide dont le peuple ukrainien a besoin ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, je pense qu'on fait déjà beaucoup en ce qui concerne la livraison des armes. Tout le monde le sait, même si on ne va pas le crier sur les toits. Encore que vous pouvez regarder que lorsque, par exemple, les Allemands envoient des chars, disent qu'ils vont envoyer des chars, il faut des munitions pour ces chars. Ces munitions, elles sont fabriquées en Suisse. Les Suisses n'ont pas accepté de les exporter en Ukraine. Il a fallu que M. Zelensky aille les chercher où ? Au Brésil, chez Bolsonaro. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que, même si je ne suis pas forcément favorable à une extension de l'Europe de la manière qui existe aujourd'hui, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus vite pour accueillir l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Pardon Frédéric, on va juste écouter le sonore de Marine Le Pen, parce qu'elle aussi, elle est sur cette réaction-là, problème de calendrier. Écoutez. Le fait qu'Emmanuel Macron se déplace à Kiev n'a rien de choquant. C'est le calendrier qui interroge. Ce calendrier interroge d'autant plus qu'il a cru bon de faire une déclaration électoraliste sur le tarmac de l'aéroport. Et ce mélange des genres est effectivement, je trouve, gênant au regard du fonctionnement normal de la République. Ça a une vraie utilité ou c'est un coup de communication ? Et ça, on le saura plus tard. Frédéric Delpech. Alors oui, quand même, on va aller un peu plus loin sur ce déplacement d'Emmanuel Macron. Le président de la République veut visiblement lever des ambiguïtés, notamment avec le président Zelensky, sur ses propos, ne pas diaboliser Vladimir Poutine. Il a dit ce matin « Je suis aux côtés des Ukrainiens sans ambiguïté. J'ai toujours été constant », ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point précis ? D'accord sur quoi ? Sur ce qu'il a dit ? Je ne vais pas être d'accord avec ce qu'il a dit. Il dit une chose après avoir dit qu'il ne fallait pas... En fait, excusez-moi. En fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Il dit ça parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie.
Ce qui, évidemment, était un peu problématique pour les Ukrainiens, soyons très très clairs. Donc, parce que ça voulait d'une certaine manière dire que, au fond, l'Ukraine, ne nous intéresse pas tant que cela. Donc, il a eu besoin de revenir sur ce propos. Et donc, il dit, je suis aux côtés de l'Ukraine sans ambiguïté. On sait deux choses. D'une part, c'est que la solution, elle ne pourra être que diplomatique. C'est une évidence. Aujourd'hui, compte tenu du rapport de force sur le terrain militairement, l'Ukraine, malheureusement, n'est pas en mesure de gagner. Parce que l'Ukraine, ce sont ses seuls soldats. Nous n'avons pas, évidemment, voilà. Mais par exemple, comme certains disent, cette visite, ça peut être l'occasion peut-être de tordre le bras aux Ukrainiens, leur demander de céder sur le Donbass. Est-ce que vous seriez favorable à une telle solution ? Je n'ai pas, comment vous dire... je n'ai pas idée de comment est-ce qu'on peut résoudre diplomatiquement aujourd'hui la situation. Ce que je vois, c'est qu'on a affaire à un président Poutine que pour le moment, rien n'arrête. Et c'est ça le problème qu'il faudrait résoudre aujourd'hui. Si on trouve des solutions diplomatiques qui conviennent aux Ukrainiens, alors évidemment, je suis favorable. Caroline Mécari, vous êtes candidate de la NUPES. Vous êtes arrivée au premier tour devant le candidat LaREM, Renaissance, ministre délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, 41%, 35,8%. 41,4, très exactement. Précis. Oui. C'est important. Non, mais 19 373 habitants de la circonscription. Est-ce que vous croyez à une surprise dimanche ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez bousculer la majorité, au point qu'elle n'ait pas sa majorité absolue ? En tout cas, je suis sur une circonscription importante. On pourrait presque dire que c'est un État qui peut vaciller comme aux États-Unis. Donc oui, je peux gagner, évidemment. Et peut-être que nous gagnerons. Personne aujourd'hui n'est en mesure de dire comment les électeurs vont se positionner le 19 juin prochain. Nous, on fait tout. Moi, je fais tout dans la circonscription pour les convaincre d'aller voter. Votez, votez et faites voter. C'est essentiel. C'est vraiment ce que je dis pour pouvoir avoir la majorité NUPES, pour avoir un programme de la gauche écologiste. C'est ça que je dis en permanence. Oui, mais justement, vous dites, je dis. Moi, ce qui m'intéresse, pour ces Français qui ont du mal, voire beaucoup disent, on n'ira même pas voter. Eux, ils vous disent quoi, ces Français, dans votre circonscription ? Alors, je pense qu'ils disent la même chose que dans toutes les circonscriptions. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on a de l'abstention ? Une des causes de l'abstention, c'est véritablement comment les trois quinquennats que nous venons de vivre, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, libéral, le quinquennat de François Hollande, la gauche, soi-disant, un renoncement absolu, la trahison, vraiment, François Hollande a éteint le PS, et puis le quinquennat néolibéral et autoritaire que nous venons de vivre, conduit les gens à se dire mais ces gens-là ne s'occupent pas de nous. Donc nous portons un programme où nous disons on s'occupe de vous, on vous a écouté, on n'est pas dans la politique de l'offre, on regarde vos besoins, on a construit notre programme avec vous, que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour l'école, le logement. C'est avec les gens que le programme a été construit, pas d'en haut. Clément Beaune, hier, a reçu un soutien de poids. Édouard Philippe est venu dans votre circonscription pour lui porter secours, en quelque sorte, avec un argument ciblé sur vous et Jean-Luc Mélenchon. Attention, si la NUPES arrive à l'Assemblée, il n'y aura pas de respect des traités européens. Jean-Luc Mélenchon va s'affranchir des règles européennes. C'est la fin de l'aventure européenne, a dit Édouard Philippe, pour mettre en garde contre une éventuelle majorité NUPES. Est-ce que c'est un argument recevable ? Pour moi, il est absolument irrecevable. Je pense que ces gens-là paniquent. Alors, le ministre candidat a besoin de se faire accompagner donc, par une figure tutélaire de la majorité, mais qui en même temps est un peu en désaccord avec le président de la République et pas tout à fait sur la même longueur d'onde que François Bayrou. Donc ça, c'est déjà la première chose. Avoir besoin de faire venir cette figure tutélaire en dit long de la panique qui les anime. Mais pour répondre sur le fond de votre question, non, nous n'allons pas quitter l'Union européenne. Bien sûr que non. Nous allons faire comme le général de Gaulle a fait en 1965. Vous vous souvenez, la politique de la chaise vide. Pourquoi de Gaulle a fait la politique de la chaise vide ? Ses partenaires voulaient lui imposer la règle de la majorité pour ce qui allait devenir la politique agricole commune. Il n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, moi, pour le moment, je ne viens pas avec vous. Et comme la France était extrêmement importante dans le rapport de force, eh bien, ses partenaires ont cédé et nous sommes parvenus à l'accord de Luxembourg qui a imposé la règle de l'unanimité. Donc non, nous n'allons pas quitter l'Union européenne. Nous allons chercher et nous allons arriver à faire modifier les traités pour que nous ayons de la justice sociale, de la justice fiscale et que nous fassions enfin la bifurcation écologique. Je ne sais pas si vous mesurez l'enjeu écologique et climatique aujourd'hui. Enfin, là, on est en train de vivre une canicule. On n'a pas 5 ans à perdre.
On va revenir au terrain. Caroline Mécary, vous vous battez contre un ministre. Oh, moi, je dirais même plus. Je me bats contre un gouvernement soutenu par l'Élysée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était le chouchou du président. Donc ça change quelque chose dans la campagne. Ça donne une responsabilité supplémentaire, un poids supplémentaire. Est-ce que c'est facile à emmener? Est-ce que c'est aussi une bonne façon de convaincre les électeurs de voter pour vous dimanche, quand vous les rencontrez, quand vous discutez avec eux? Alors moi, je ne crois pas qu'on gagne une élection en disant on se bat contre quelqu'un. Moi, je crois qu'on gagne une élection en se battant pour des parce idées. qu'on se bat pour un projet politique, pour des idées, pour des mesures concrètes, que ce soit le SMIC à 1 500 €, que ce soit l'allocation jeunesse à 1 063 €, etc., etc. Je ne vais pas vous lister les 650 mesures que nous avons sur lesquelles nous avons réussi à nous accorder avec nos partenaires du PS, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts. Donc je me bats là-dessus. Voilà. En revanche, ce que je constate, c'est que être la candidate face à celui qu'on surnomme le chouchou du président de la République, oui, c'est un handicap, mais c'est un handicap pour moi. C'est-à-dire que je vois qu'on lui déroule le tapis rouge sur les chaînes de télévision ou les radios, il est dans les matinales, ce que je ne suis pas. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'ai un plateau où je peux exprimer ce que j'ai à exprimer. Et vous êtes seul pour vous exprimer. Et très bien, comme il a été seul dans les différentes matinales de cette semaine. Sauf que le ministre candidat a commencé à faire campagne dimanche, à la fin du premier tour. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc moi, inlassablement, à mes électeurs, aux citoyens qui sont dans la 7e circonscription, d'abord, qu'est-ce que je fais? D'abord, je les écoute. La prime au terrain. J'écoute ce qu'ils ont à me dire. Et j'essaye de leur expliquer en quoi nous, on a des solutions par rapport à Est-ce qu'ils ont fait campagne trop tard? C'est ce que vous semblez dire. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, trouve que la Macronie commence à être un petit peu agressive. Écoutez. La Macronie est partie dans le décor. Elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus ce qu'elle veut, son chef est parti, le Premier ministre qui est là ne se comporte pas comme un Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale non plus. Donc on a une impression, si vous voulez, de débandade. Il y a le feu dans la maison? Il y a le feu dans la maison Macronie, oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Enfin, quand vous les voyez agir, quand vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de ligne, tout en essayant, entre guillemets, de noyer le poisson des législatives, ça date pas d'aujourd'hui, en réalité. Ils n'ont pas voulu faire la campagne de la présidentielle, déjà, pour commencer. Donc, évidemment, ça continue pour les législatives. Et évidemment, ça va se payer cash le 19 juillet prochain. Il s'inquiète de votre comportement en tant que premier groupe potentiel d'opposition à l'Assemblée nationale, sachant que par le passé, vous avez été champion de France de dépôt d'amendements. Est-ce que vous allez faire de l'obstruction systématique? Quelle sera l'attitude des députés de la NUP à l'Assemblée nationale? D'abord, vous partez d'un postulat que rien ne permet de vérifier aujourd'hui. Vous partez du principe que nous allons être minoritaires, nous allons être dans l'opposition. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que nous n'arriverons pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Et auquel cas, si nous sommes dans la majorité, évidemment que nous n'allons pas nous opposer, nous allons appliquer notre programme. Alors dans le cas où, en effet, vous êtes moi, premier parti d'opposition. Mais moi, je pars. Non, moi, je pars du principe. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je pars pour gagner. Vous voyez, dans mon métier, 30 ans de métier d'avocate, les combats que j'ai menés, envers et contre tous, que ce soit sur le droit des étrangers, que ce soit pour la conquête de l'égalité des droits pour les lesbiennes et les gays, je les ai toujours gagnés. Je suis une avocate qui gagne. Eh bien, je serai une députée qui gagne. Et à l'Assemblée nationale, ce sera pareil. Alors, une députée, quand même, sous quelle étiquette? Parce que vous êtes candidate NUPES, mais vous n'êtes ni LFI, ni Europe Écologie Les Verts, ni PS. Donc, vous allez rejoindre quel groupe à l'Assemblée, si vous êtes élu, bien sûr? Oui. Si je suis élue, je rejoindrai le groupe LFI, même si je ne suis pas membre du parti politique LFI. Ça me paraît normal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux qui sont venus me demander de me présenter à la députation sur la 7e circonscription. On ne trahit pas sa famille, ça ne se fait pas. Caroline Mécary, si vous êtes élue députée, je voudrais que vous me disiez ce que vous faites de cette promesse du chef de l'État qui n'a pas été tenue dans le premier quinquennat. Il l'a repromis cette fois-ci. Vous demandez de quoi je vais vous parler. Oui. Je voudrais vous parler de la proportionnelle, pour que les gens puissent peut-être avoir envie de revenir aux urnes. Oui. Alors, vous savez qu'en fait, nous souhaiterions changer de constitution parce que
vraiment, la Ve République, elle a été taillée sur mesure pour le président, pour Charles de Gaulle, écrite par Debré, non pas sur un coin de table, mais tout seul. Nous, on souhaiterait passer à la Sixième République. Mais je ne connais pas le contenu encore de la Sixième République. Parce que nous souhaitons mettre en place ce que nous appelons une assemblée constituante, c'est-à-dire des citoyens qui sont à la fois élus et tirés au sort, dans la même proportion, et qui, pendant 2 ans, délibéreront sur ce que pourrait être une nouvelle constitution. Alors, personnellement, je suis favorable à ce qu'il y ait la proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a, comment dire, une telle désaffection, entre autres, évidemment, il y a les politiques menées par les précédents quinquennats, mais il y a le fait de ne pas se sentir représenté. Voilà. Et donc, il est important de pouvoir se sentir représenté, sachant qu'on trouve toujours des coalitions quand c'est nécessaire, quand c'est l'intérêt du pays. Mais le résultat, je ne le connais pas. C'est la constituante qui doit le définir, c'est-à-dire démocratiquement par des citoyens. Et ensuite, le résultat de cette constituante, c'est-à-dire cette Sixième République, elle sera présentée à un référendum aux Français. Et ils diront oui ou non. Nous aurons le choix. C'est ça qui est important, avoir le choix. Dernière question, rapidement. Parmi le programme quand même de Jean-Luc Mélenchon de la NUPES, il y a souscrit totalement. Est-ce qu'il est réaliste ? Oui, il est alors j'y souscris à 2000% pour plusieurs raisons. Un, d'abord, vous ne mesurez pas à quel point les gens modestes, les gens qui gagnent moins de 4 000 euros par mois souffrent aujourd'hui de l'inflation. Donc il faut bloquer les prix de première nécessité et c'est parfaitement faisable avec un article du Code de commerce. Et pourquoi c'est faisable par ailleurs ? Ça se pratique déjà à La Réunion. Vous savez qu'à La Réunion, en fait, le préfet, avec les citoyens, définit les 100 produits sur lesquels les prix sont bloqués. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dupliquer ce qui est fait à La Réunion chez nous ? C'est parfaitement faisable et c'est nécessaire aujourd'hui compte tenu de la crise que nous traversons. Il reste 2 jours de campagne, Caroline Mécari. En quelques instants, en quelques mots, vous retournez sur le terrain ? Oui, j'y retourne tout de suite, je vais place du marché à Ligre. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Caroline Mécari d'avoir accepté notre invitation.